dans notre rendez-vous de la nuit pour ces 2 heures de direct au 39-21. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la météo de vos pensées était clémente. Observez notre paysage mental avec bienveillance, que le temps soit ensoleillé ou à l'orage. Créez un espace de liberté entre nous et nos pensées. Plutôt que d'entrer dans une relation conflictuelle avec vos pensées, exercez-vous à cultiver une curiosité bienveillante envers elles. Considérer nos pensées comme isolées, c'est un chemin vers la liberté. Quand nous les prenons au pied de la lettre, nous sommes piégés et nos comportements se rigidifient. Alors regardez ces pensées comme le spectacle éphémère de ce qu'elles sont en réalité permet d'être un peu plus lucide et d'accorder de l'importance à celles qui nous aident à avancer. Allez, ce soir on prend de la distance par rapport à ces fameuses pensées, on se raconte dans ce que nous avons de meilleur. Un seul numéro pour nous joindre, le 39-21. Geoffrey et Paul sont là au standard pour recevoir vos appels avec le sourire et bienveillance, et c'est Charles Westrelin qui réalise avec talent cette émission. Pour éclairer le regard des auditeurs qui témoignent, vous pouvez envoyer un SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Jacques, il y a un auditeur qui envoie un SMS avec une citation d'Alexandra David Néel qu'il avait envie de partager avec nous et qui, sans le savoir, va dans la droite ligne de ma petite introduction et qui dit « Il faut être bien fort et bien maître de soi pour pénétrer dans tous les coins de la pensée humaine. » Bonne réflexion et méditation à tous. Et bien, merci à cet auditeur. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bienvenue dans la libre antenne. Oui. Merci. Voilà ce qui m'arrive. J'ai vécu avec plusieurs femmes dans ma vie, dont une 3 ans, et c'est vrai, pour moi, c'est la femme avec laquelle j'aurais souhaité vraiment terminer poursuivre, oui. Et malheureusement, il y a eu une rupture, certainement à cause des enfants qu'elle avait élevés, parce que ça ne passait pas. Oui. Ça ne passait pas du tout. Et, ils avaient quel âge les enfants à l'époque? 14 et 17. Oui. Et un de 30 ans. Donc, ça s'est pas bien passé. Il a fallu que je la quitte. Et elle me rappelle de temps en temps. Et la dernière fois, elle m'a rappelé en me disant que de toute façon, elle vivait avec quelqu'un, mais quand elle faisait l'amour avec cette personne-là, c'est à moi qu'elle pensait. Alors, je vois pas déjà pourquoi elle vient me dire ça. Oui. Parce que c'est vraiment torturer les gens. C'est torturant pour vous, oui. Oui, c'est très torturant. Et torturé de sa part. Le mot est juste. Oui. Oui. Et bon, c'est vrai que j'ai du mal à me refaire d'autres relations puisque j'aime cette femme toujours. Oui. Et que je ne sais pas s'il faut que j'attende que ces enfants soient finis d'être éduqués. Soit plus grand. Il faut que j'attende qu'elle termine son histoire avec l'homme avec qui elle est pour l'instant. Oui, la question est, est-ce que je l'attends ou pas? Qu'est-ce que vous lui avez répondu quand elle vous a dit ça au téléphone? Quelle a été votre réaction à chaud sur le moment? À chaud? Oui. J'ai passé la nuit à lui envoyer des messages en lui disant que c'était lamentable, que comment elle pouvait me faire ça. Vous étiez furieux alors? Oui, j'étais furieux. Ouais. Ouais, j'étais vraiment furieux. J'ai passé la nuit à envoyer des messages en expliquant que je comprenais pas comment elle pouvait faire l'amour avec quelqu'un d'autre en pensant à moi. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle m'a répondu que effectivement c'était pas forcément bien de m'avoir dit ça, que si elle avait su, elle me l'aurait pas dit. Ah d'accord, oui. Donc elle a réalisé que c'était déplacé, exactement. Oui. Et puis, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle attend? Oui, parce que peut-être que tout d'un coup, elle a voulu vous inclure dans une forme de complicité du fait que vous étiez important pour elle. Alors certes, c'était déplacé, très maladroit de sa part.
Alors, est-ce que vous lui avez demandé d'ailleurs, est-ce que c'est une façon de me demander de t'attendre? C'est-à-dire la question que vous me posez ce soir, qui je trouve est une bonne question. Oui, si en fin de compte, je lui ai demandé si à ce moment-là, on pourrait se revoir quand les enfants seraient éduqués et tout, et elle m'a répondu que non. Ah oui. Alors, Oui, c'est déroutant. Alors, je suis perdu complètement. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux pas que je laisse passer ça et que j'essaye de retrouver une compagne avec qui je puisse continuer ma route? Mais si, j'ai envie de vous dire oui, Jacques, je pense que vous pensez bien, vous pensez juste. Et si vous venez chercher effectivement une confirmation de ce que vous ressentez profondément, ça me semble juste, effectivement. Il faut avancer et lui demander de plus vous inclure, de plus vous appeler. Je pense qu'il vaut mieux, ne plus avoir de contact avec elle. Du tout. Non, parce qu'à chaque fois, ça remet le couteau dans la plaie, comme on dit. Pour vous. Que je au téléphone, oui, c'est vrai que ça remet le couteau dans la plaie. Parce que qui appelle l'autre? C'est elle? C'est vous? C'est elle et moi aussi. Oui. Ça m'est arrivé de l'appeler une foule. Oui, parce qu'il y avait une forte amitié aussi entre vous, c'est-à-dire vous prenez des nouvelles de vos vies, c'est un peu ça, vos échanges? Oui, tout juste, oui. C'était surtout le plaisir d'entendre sa voix. Oui. C'était surtout... Mais vous n'allez pas avancer. Non, j'avance pas. Parce que finalement, comme vous dites d'ailleurs très justement, vous l'attendez. Oui. En fait, avec ces appels, vous l'attendez, vous dites elle va se lasser de l'autre. Effectivement, quand ses enfants auront grandi, et puis comme elle est un peu ambivalente, dire que oui, elle a aimé être avec vous au point qu'elle y pense encore dans les bras d'un autre. Donc c'est sûr que pour vous c'est très difficile à concevoir et que ça vous donne tout lieu de penser qu'elle vous attend. Oui, tout à fait. C'est quelque part c'est ça parce qu'elle me dit qu'elle pense. Quand elle fait l'amour avec lui, qu'elle est toujours amoureuse de moi, mais que on se reverra pas, quoi. Donc, il va falloir que... il va falloir que vous tourniez la page, Jacques, sinon vous n'allez jamais avancer. Ouais, et ce serait mieux de plus s'appeler, quitte à peut-être se revoir, quand vous serez passé à autre chose, pourquoi pas, la vie pourrait... vous remettre sur le même chemin, mais je vous dis ça et en même temps, j'ai pas envie de planter chez vous l'idée que parce que ça continue à créer le lien. Je crois vraiment qu'il faut que vous avanciez vous. Ah, je crois qu'on vous a perdu, Jacques. Non, vous nous entendez? Non, on a perdu, mais la liaison était très mauvaise. Mais je pense que Jacques, on est arrivé au terme de notre échange et je crois que vous sentez les choses de façon très juste et vous allez savoir apporter une réponse à votre situation actuelle. Je pense que c'est bien effectivement que vous tourniez la page et vous traciez votre route. Bon courage à vous, Jacques, et merci de nous avoir appelés. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Échirol, centre, banlieue sud de Grenoble. Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans. Kevin, c'est mon pote, on est inséparables. J'ai un job, moi je vis simplement. Le soir à Villeneuve, les grands frères et les gosses, les terrains de foot et la boxe. Et puis pour revenir sur un thème qui a été abordé dans l'émission vendredi soir, il y a Sylvie, effectivement il était question de quelqu'un qui serait peut-être vegan. C'est Sylvie tient à préciser, elle a raison, qu'il s'agit de quelqu'un qui par ses choix de consommation refuse l'exploitation des animaux et que ça n'a rien à voir avec une secte. Et effectivement c'est un mouvement qui est né dans les années 40 et en fait ça se
se distingue du végétarisme ou du végétalisme en ce que ça représente de refus de cautionner l'exploitation animale sous toutes ses formes. Voilà, petite précision. Et puis, merci à Feuille d'érable qui envoie un message dans la suite et la veine de la citation qu'on avait en début d'émission et qui fait écho au témoignage de Jacques. Une citation d'Alexandra David Néel qui dit « Va comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux ». Ça, c'est un cadeau de Feuille d'érable pour vous, Jacques. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Allô ? Oui, on vous entend. Vous êtes à l'antenne d'Europe 1. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, je vous expose ma situation. J'ai 36 ans et je vis en couple avec une femme qui a 30 ans. Mmh. On n'habite pas le même appartement. On a 2 appartements séparés, mais on est ensemble la plupart du temps. Oui. Le souci qui se pose actuellement, c'est que ma compagne m'a demandé de réfléchir de mon côté parce que de mon côté, je n'ai dit à personne de ma famille que j'étais en couple avec une femme, à part à une de mes sœurs et à ma meilleure amie. Donc, elle est patiente, elle a attendu, elle m'a aidée, etc. Sauf que là, elle commence à être un peu... à voir que la situation ne change pas. Et s'inquiéter pour l'avenir, puisqu'on a des projets qui n'avancent pas forcément. Oui. Parce que c'est des projets qui... Oui, ça inclut un peu quand même le fait que ce soit au grand jour. Oui. Voilà, exactement. Oui. Le fait de pouvoir vivre ensemble dans le même appartement, oui, bien sûr. Recevoir les amis, la famille, etc. Et est-ce que vous connaissez sa famille à elle ? Oui, en fait, elle en a parlé, elle a sa famille. Oui. Et qui ont un peu... Enfin, son frère a bien accepté, ses parents un peu plus de mal, mais ils ont bien voulu me rencontrer. Donc, on s'est rencontrés, il n'y a pas... ça s'est bien passé, etc. Donc, après cet événement, elle a pensé que de mon côté, ça me permettrait d'avancer. Oui, mais oui. Et de faire un pas vers ma famille, mais... ça n'a pas été le cas. J'essaye, en fait. Je sais pas que je ne veux pas. Oui, je comprends, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur, Sophie ? J'ai peur que de mon côté, en fait, ma famille ne l'accepte pas. J'ai une famille assez pratiquante, assez traditionnelle. Oui. Et ma sœur m'a bien dit, surtout, n'en parle surtout pas à notre mère. C'est ça que je voulais vous demander, oui. Voilà, surtout... votre sœur est dans la confidence depuis le début, c'est ça ? Enfin, depuis un certain temps. Oui, voilà, depuis un certain temps. D'accord. Mais elle m'a surtout dit, ne le dis pas à maman, ça lui ferait du mal, elle tomberait malade, etc. Ah oui, donc vous avez une interdiction de la part de votre sœur. C'est ça qui vous complique la tâche aussi. Donc, je me dis que peut-être qu'il y a de la vérité dans ça et que à ce moment-là, si j'en parle... ça peut... Oui, il y a façon et façon d'en parler, d'une part. Et puis, effectivement, c'est important que vous vous sentiez libéré. Après, s'ils ont du mal à l'accepter, ce sera de leur côté à eux de faire ce travail vis-à-vis de vous. Vous voyez, ce qui vous coince, c'est c'est ce qui se passe entre votre sœur et vous. C'est le fait que votre sœur vous ait mis en garde en vous disant que vous risquiez de faire du mal à votre mère. Donc là, pour vous, ça rend la tâche beaucoup moins aisée. Je crois qu'il faut d'abord commencer à prévenir votre sœur que vous allez le dire. Vous voyez, vous êtes obligé de repasser l'étape par votre sœur. Donc déjà, de préparer votre sœur à votre décision de le dévoiler, en lui expliquant vos raisons comme vous me les expliquez, qui sont très justes, et en la rassurant, en lui disant que vous allez trouver les mots et que vous allez bien sûr prendre soin de votre mère et de votre père. Et il y a d'autres frères et sœurs ou vous êtes juste toutes les deux ? Vous avez qu'une sœur ? Oui, il y a d'autres frères et sœurs à qui j'ai pas parlé. Je me suis confiée à elle parce qu'on s'entend. D'accord. Plus... Oui, voilà. Donc en plus, elle porte un secret en plus. Donc pour votre sœur, c'est pas terrible non plus. Hein. Ouais. J'ai regretté, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que je l'ai chargée d'un poids. Oui, et comme elle le détient, vous savez ce qui se passe quand on détient un secret, on le garde jalousement. C'est-à-dire qu'elle est la gardienne de votre secret. Donc elle a une relation très privilégiée avec vous, puisqu'elle est dans votre secret.
elle est seule et elle a peut-être pas non plus très envie de quitter cette position-là. Une fois que tout le monde le saura. Donc vous avez, j'ai envie de dire, deux problèmes à résoudre, ce qui complique un petit peu la situation. Mais vous devez repasser par votre sœur d'abord, en lui expliquant que vous la remerciez d'avoir gardé ça pour elle et de vous avoir aidé à développer, parce que du coup ça vous a permis vous d'être sûr de votre choix. Donc elle a été comme une transition. Vous voyez, par rapport au milieu ou à votre histoire de famille dont vous venez, je pense que le fait que votre sœur soit complice, ça vous a aidé, vous, à assumer votre lien, votre histoire, et à voir si elle était solide, et que maintenant, vous êtes prête à passer à autre chose vis-à-vis de votre famille, non? C'est ça? Ou oui, il y a de ça, mais... En fait, j'ai un peu peur que ma famille me mette de côté ou me... Ouais, vous on ne veuille plus avoir de lien, voilà, exactement. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait que je repousse à chaque fois le moment d'en parler. Oui, je comprends. Mais j'aimerais savoir comment on peut en parler sans blesser, sans... Oui, parce que la peur n'évite pas le danger, comme on dit. Donc, votre peur, là, elle vous sert pas à grand-chose. Par contre, oui, vous posez la question de savoir comment parler. Encore une fois, je pense que déjà, comme on le disait ensemble, là, il faudrait en parler d'abord à votre sœur et lui expliquer vos raisons. D'abord, la remercier de vous avoir soutenu, d'avoir été là auprès de vous dans votre choix, de lui expliquer pourquoi vous comptez le dire et que ça la soulagera aussi. Vous pouvez aussi lui présenter des choses comme ça, qu'elle n'a pas à garder ça pour elle toute seule, parce que pour elle c'est lourd aussi, donc de la délivrer. Et si elle s'inquiète de la réaction de vos parents, de lui dire je vais faire tout mon possible, mais ça reste leur liberté aussi de réaction. Maintenant, comment le dire? Alors après, je sais pas comment est votre famille, est-ce que vous voyez faire un par un ou devant le groupe? Qu'est-ce qui est pour vous le plus simple? Est-ce que c'est pas mieux, je sais pas, d'en parler par exemple d'abord à votre maman, à vos parents d'abord, et à vos frères et sœurs d'un côté? Vous voyez, pour pas que ce soit une annonce solennelle à un repas de famille, ce qui est quand même très bloquant. Je sais pas comment a fait votre compagne, comment elle s'y est prise. Oui, elle a fait pareil, par étapes en fait. Elle en a parlé à son frère, ensuite à sa mère et à son... Oui, je pense qu'il faut que vous le fassiez par étapes et que chacun soit mis de façon individuelle dans la confidence ou de par deux, selon comment se présente la situation pour vous, et en expliquant à chaque fois avec plus vous donnerez d'informations. La compréhension entre les êtres humains, elle vient du fait de donner de l'information, que la personne puisse choisir dans l'information que vous donnez son mode de compréhension à elle. Parce que si vous l'assénez comme quelque chose de figé, ça peut être un peu violent. Donc voilà, d'expliquer votre cheminement, où vous en étiez. Peut-être de dire aussi que votre sœur, si elle en est d'accord, était déjà dans la confidence, que ça vous a aidé, que vous connaissez maintenant la famille de votre compagne et que vous souhaitez, comme vous me l'avez dit, que la liaison puisse se vivre au grand jour, de la recevoir, et que vous comprendrez qu'il leur faut un peu de temps. Pas dire j'ai peur que vous le preniez mal, mais je peux comprendre qu'il vous faille un peu de temps pour accepter ou comprendre mon changement. Je suis prête à en parler avec vous. Pas les brusquer du tout. D'accord. Vous le sentez mieux comme ça? Oui, parce que j'avais pas imaginé que le fait d'en avoir parlé à ma sœur avait fait... ce qui avait ramené un blocage supplémentaire, en fait. Je pense que c'est ce qui crée un blocage chez vous supplémentaire. Vous avez comme un obstacle à franchir. Et je pense que c'est plutôt ça qui a retardé, en fait, pour vous. Donc, on va dire, c'est un peu comme des verrous, comme une porte verrouillée avec plusieurs verrous. Le premier verrou à faire sauter, c'est avec votre sœur. Et puis peut-être après, peut-être votre frère et votre autre sœur, vous voyez, les frères et sœurs. Mais en leur demandant en même temps, il faut pas qu'ils vous trahissent et qu'ils aillent le dire à votre mère. Est-ce que vous pouvez compter? Ou alors que ça se fasse dans une même journée, je sais pas, si là vous allez passer des vacances, comme c'est le mois d'août en famille, que ça puisse se faire, je sais pas, dans un lieu de vacances où vous êtes tous ensemble et vous avez les personnes avec vous. D'accord. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Pour votre aide. Merci. Oui, bon courage Sophie. Au revoir. Merci, bonne soirée.
Pour parler à Sophie Peters, Appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir. Bienvenue. Je vous entends mal. Si, vous êtes là? Je vous entends loin. Là, ça va? Voilà. Oui, super. Voilà. J'ai l'impression que vous étiez très loin. Oui, je vous appelle parce que il y a très longtemps de ça, mais ça continue de me ronger, donc je me suis dit que je préfère vous en parler pour que vous Oui. m'éclairez. Oui. J'ai fait j'ai rompu sans vouloir le faire vraiment, enfin pas du tout même, avec 2 compagnons l'un à la suite de l'autre, pas les 2 en même temps, par maladresse, hein, à savoir que ma fille vivait chez son père à l'époque et vivait des choses très graves. Et face à sa souffrance, j'étais impuissante parce que quand j'allais chez son père pour la récupérer, il ne voulait pas. Il me faisait barrage. Donc je souffrais énormément que ma fille souffre et que je sois impuissante. Vous m'entendez? Oui, oui. Et puis, Vous n'avez pas la radio allumée près de vous par hasard, Christine? Parce qu'il y a comme un écho. Non? je vois. Pardon? Là, ça va? Oui, voilà, c'est mieux. Peut-être vous aviez la radio allumée. Voilà. Et puis, en fait, donc, mon ami a appelé et je lui ai dit de me rendre mes clés le premier. Parce que malheureusement, ça a duré sur des années, le fait que ma fille soit malheureuse chez son père et sa belle-mère. Et je lui ai dit de me rendre mes clés, alors qu'en fait, ce qu'il m'avait dit un jour, c'est qu'il était gérant d'un magasin de sport. Et puis, ils ont embauché des gens qui ont volé dans leur magasin. Alors, tout bonnement, moi, j'ai dit, au lieu de lui dire tout simplement, j'ai peur que les personnes qui sont chez toi me volent mes clés, me cambriolent, parce que c'était une époque où j'avais été beaucoup cambriolée. Après, j'ai soupçonné que ça soit les amis du père de ma fille qui m'aient fait le coup. Ouais. Parce que c'était une époque vraiment très houleuse pour moi, à part ce copain-là qui était rentré dans ma vie et qui me rendait heureuse en plus. Ouais. Et je lui ai dit, au lieu de lui dire tout simplement ça, j'ai peur ou de lui dire la vérité, ma fille, je passe au tribunal et j'ai très peur. J'aurais aimé que tu me demandes des nouvelles sur ma fille, ce qui ne va pas. Tout ce que j'ai pu dire, c'est rends-moi mes clés. Ah oui, vous n'avez pas pu lui expliquer comment il a réagi? Il est arrivé à la maison comme un fou. Ouais. Il avait donc les clés. Oui. Et en plus, on devait se marier. On était fiancés. Ah oui. Ah oui, c'était une histoire sérieuse. Oui. Et il est rentré dans la maison. Il a fouillé partout comme s'il y avait un homme, alors que c'est quelqu'un de très posé, de très gentil. Il n'a pas l'habitude d'avoir ce comportement. Et moi, j'étais assise tranquillement, complètement abasourdie par le fait d'être impuissante vis-à-vis de la souffrance de ma fille. Et impossible d'en parler, oui. Impossible d'en parler. Et à aucun moment, j'ai eu le déclic en me disant, mais au contraire, cet homme apporte de la joie dans ta vie. Oui. Ça te rendra plus forte. Oui, bien sûr. Mais ça date de quand, ça, Christine? Oh, ça fait plusieurs années. Plusieurs années? Malheureusement, j'ai fait la Mais même lui, faute attendez, Christine, il vous a pas demandé des explications? Non. Pareil, il n'a pas parlé. Il est arrivé, il a ouvert la porte. Il a été comme blessé, vous êtes jamais revus, reparlé? Non, je lui ai écrit une lettre. Oui, ça paraît. Je lui ai écrit une lettre pour me faire pardonner, en fait. Oui. Parce que c'est quelqu'un à qui j'avais rien à reprocher. Et il ne vivait plus, je ne sais pas s'il vivait encore chez ses parents. Il vous a répondu à votre lettre? Non, il ne m'a pas répondu. J'ai écrit une lettre en m'expliquant. C'est très violent ce que vous me racontez. Ça paraît quand même étrange de la part d'un homme qui tenait à vous. Il est arrivé en trompe dans la maison, il a ouvert la porte, il a fouillé partout, il a regardé s'il avait encore ses chaussons. C'est pas un très bon signe. Oui, mais c'est pas un très bon signe, ça, quand même, pour vous. Même si, voilà. Enfin, alors vous dites que l'histoire s'est reproduite. L'histoire s'est reproduite avec une autre personne. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer à nouveau une autre personne qui c'était pareil, à qui j'ai rien à reprocher. Oui. Et ma fille souffrait toujours. Elle a souffert malheureusement sur de longues années. Vous l'avez pas récupérée? Vous n'aviez pas une garde alternée? Oui, mais quand j'allais chercher ma fille, son père ne voulait pas. Oh là. Et il la mettait chez sa tante et elle se faisait violer par son cousin. L'histoire est vraiment très grave, donc je ne rentre pas dans les détails. Et moi, je vivais avec ça. Et ce deuxième ami
Mhm. Il m'est arrivé de lui dire une fois en revenant j'avais déposé ma fille chez son père et en revenant, je l'avais appelé Mhm. en disant est-ce qu'on peut se voir? Et il m'avait dit tu viens de là-bas? Alors j'ai dit oui. Il m'a dit oh ben non, je préfère pas. Donc je me suis mise dans la tête qu'en fait, il aimait pas trop les femmes à soucis. Mhm. Mhm. Donc moi, j'avais bien enregistré ça dans ma tête. Et c'est Ouais. pareil, c'est un homme auquel je tenais, Mhm. qui était par ailleurs gentil, qui m'amenait de la joie dans ma vie. Mhm. Et du coup, donc je faisais cette concession, quoi. Et- Donc du coup, moi, j'évitais quand on se voyait, on évitait Oui, mais c'était de pas une parler de relation. Oui, mais c'était pas une relation très pleine pour vous. En fait, ce que vous me racontez, Pour moi, non. c'est que vous me dites, bon, j'ai rien à reprocher, il met telle joie dans ma vie, mais vous voyez, vous étiez comme coupé en deux entre Oui. la maman Oui. qui souffre pour sa fille et qui est Oui, prise dans énormément, une oui. histoire épouvantable, et puis Oui. un homme et la femme, vous voyez, et la femme qui, elle, vit quelque chose de doux, de léger ou d'heureux avec un homme. Et donc, vous êtes comme deux personnes à l'intérieur de Tout à vous. fait, oui. Et c'est tétanisant à un moment donné. À un moment donné, il y a la mère qui dit à la femme, mais t'as pas le droit d'être heureuse puisque moi je souffre. Et, Voilà, et c'est la ça. femme qui dit à la mère, mais laisse-moi tranquille. Mais ça crée une tension terrible à l'intérieur de vous. Et vous êtes en Ah plus... oui. alors après, vous avez raison quand vous vous dites, peut-être que j'aurais dû plus me livrer ou partager avec ces hommes-là. Mais en même temps, vous avez bien ressenti... En tout cas, Pour dans le la deuxième pour la histoire, deuxième personne, voilà, oui. pour la deuxième histoire, qu'il n'était pas prêt à vous prendre avec cette histoire-là qui est vous, qui reste Non, vous. Il avait aussi des problèmes parce qu'il était, Ouais. mais beaucoup moins grave. Ouais. Parce qu'il avait aussi son enfant qui était chez sa femme. Hmm. Enfin, chez sa femme dont il était divorcé. Ouais. Et un jour, il m'a dit une ou deux choses. Mais enfin, moi, je trouve que les hommes, en général, bon, ils le disent, mais Hmm. Mais c'est-à-dire il que ne s'est pas sans... étalé. Ouais. Et moi, il fallait pas que je m'étale, quoi. J'ai senti ça. Hmm. J'ai senti ça. Il m'a dit un jour, je n'aime pas être torturée. Vous savez, des petites allusions comme ça qui m'ont Ah fait oui, dire, bon, vous pouviez pas tiens, vous cet confier. homme, À chaque fois que vous vous confiez sur votre fille, il y avait des petites réflexions comme ça. À chaque fois que vous essayez. j'essayais même pas. Ah. Mais il prenait l'avance. Ah. Vous Une pensez- seule fois où j'ai voulu le voir quand Oui. même, Oui. une fois parce que j'avais donné ma fille à son père, comme je vous l'ai dit, Oui, et je c'est revenais ça. sur Paris, Hmm. et je l'ai appelé et je voulais le voir. Et moi, j'étais pas plus triste que d'habitude, quoi, parce que j'avais l'habitude de le faire malheureusement. Hmm. Je l'ai appelé. Je pense pas que dans ma voix j'étais très très triste, hein. Mais c'est lui qui voulait pas me voir dans ces conditions-là. Alors je me suis dit, si déjà il veut pas me voir quand je donne ma fille à son père, parce Ouais. son père en avait aussi la garde. Et vous avez rompu du coup, Christine, c'est ça? Ben c'est pas ça, c'est que je fréquentais un médecin en me disant pour avoir de la force parce que j'en pouvais plus. C'était très difficile comme à vivre, quoi, puisque je pouvais me confier à personne en fait. Et la famille étant manquante et maltraitante, la mienne, donc c'est pas à elle que je pouvais me confier non plus. Et ma fille a vécu vraiment des choses atroces. Et d'ailleurs, il y a un Elle auditeur pleure. qui demande, vous avez signalé à la justice les violences que subissait votre Oui, fille? j'ai pas arrêté. Ah oui. J'ai 7 classeurs où j'ai pas arrêté. Oh Il y a là eu là. 17 juges. Ah d'accord. Oh. Il y a eu 17 juges, j'étais toute seule à me battre. Ouais. Et ma fille traînait des pieds pour y aller, alors je lui disais parle, en plus elle parlait pas. Parce qu'elle m'a dit ça lui tombe dessus là-bas. Donc c'était vraiment, je vivais vraiment quelque chose de... Ah oui, un enfer. Ouais, c'est un enfer. Un enfer et toute seule. Et moi à côté, je connaissais un homme Ouais. qui apportait de la gaieté dans ma vie. Ouais. Et donc je crois que je me sentais très coupable. En fait, de vous ça. regrettez aujourd'hui de pas vous, comment dire, de pas avoir assez fait la part des choses, de pas vous être encore Oui, plus coupé finalement Parce presque. que c'est à force Ouais. de discuter avec d'autres femmes et Oui. de les écouter. Oui. Qu'est-ce que Je vous me suis dites? rendu compte que les femmes avec lesquelles je discutais, Oui. même si elles avaient des problèmes du fait que justement elles étaient en divorce ou qu'elles donnaient leurs enfants à garder, elles arrivaient à entretenir leur relation amoureuse. Oui. Et vous? Enfin bon, elles ne vivaient pas ce que je vivais avec ce que ma fille vivait. Oui, c'est ça. Alors que moi, je crois que ma fille souffrait, je ne me suis pas donné le droit d'être heureuse, quoi.
Pour moi, ça pouvait pas aller ensemble. Oui, il y a ça. Je pense que vous avez raison, Christine. Et puis il y a encore autre chose qui était d'avoir un vrai besoin et ça se comprend d'une épaule ou vous voyez d'être rassurée, d'être prise dans les bras. Il aurait fallu que j'ai ma famille d'ailleurs. Il aurait fallu que j'ai une famille qui me soutienne et moi, j'avais personne. Voilà. Donc du coup, vous aviez une demande même inconsciente, très forte envers votre compagnon, parce que même sans en parler, vous aviez vraiment besoin de soutien. Et ce qui est, encore une fois, c'est normal. Donc, en fait, vous êtes en train de me dire, j'aurais dû encore plus prendre sur moi et moins attendre de mon compagnon. Mais c'est difficile ce que vous vous demandez à vous-même. C'est-à-dire que j'ai parlé par onomatopée et ça n'avait rien à voir avec une rupture. Le premier, je lui ai dit, rends-moi mes clés. Oui. Au lieu de lui dire tout simplement, tu sais, d'attendre qu'il vienne à la maison d'ailleurs, parce qu'il sortait du boulot. D'attendre qu'il vienne à la maison, puisqu'il avait les clés, il rentrait, puis on devait se marier, donc l'histoire était sérieuse. Et il dormait des fois chez moi, des fois chez sa mère, parce qu'il était divorcé, donc il avait plus d'appartement à lui, il avait laissé son appartement à sa femme, et à la mère de ses enfants. Et donc j'aurais dû attendre qu'il vienne à la maison et de lui expliquer, de lui dire ma peur, mais je pense que c'est la souffrance de ma fille qui s'est transformée en peur. Et au bout d'un moment, j'arrivais plus. Je suis restée j'ai fréquenté ces hommes-là pendant un moment, et puis au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de les perdre? Enfin, vous savez, ce qu'on appelle d'ailleurs dans le syndrome d'abandon, le fait de quitter avant d'être quitté. C'est-à-dire que est-ce que il n'y a pas quelque chose qui s'est fabriqué à votre insu, qui était de vous dire si je dévoile dans quelle tristesse je suis par rapport à ma fille, alors je vais le perdre. Donc autant, c'est certain. Voilà. Le deuxième, c'est certain. Donc autant le quitter avant qu'il ne me quitte, parce qu'il supportera pas ma souffrance. Oui. Le deuxième, c'est certain. Ouais. Et c'est pareil, j'ai parlé par onomatopée qui n'avait rien à voir avec une rupture. Ouais. Donc j'avais fréquenté un médecin qui à un moment donné me donnait de la force. Oui. Donc du coup, j'avais plus besoin un thérapeute. Un thérapeute, un psy. Un thérapeute, mais quelqu'un c'était. J'avais signalé à la justice donc que ma fille souffrait. Oui. Donc j'ai eu droit au service d'aide aux victimes. D'accord. Vous savez. Et par là j'ai eu un psychologue, mais que je payais. Et il était. Alors au début je me sentais assez forte. Donc en fait il remplaçait le soutien familial que j'aurais dû avoir. Bien sûr. Et j'étais prête à rencontrer à nouveau mon ami et à être Je comprends. Oui. Donc, du coup, il me soulageait. Ouais. Puis, d'un seul coup, à la dernière consultation, il s'est fâché, il a pété les plombs. Ah bon? Il m'a dit, il m'a dit, moi, c'était un métis aussi, parce que je suis une métisse. Oui. C'était un métis anglais-indien. Il m'a dit, oui, moi, ma mère m'a abandonnée. C'est mon père qui m'a récupérée, qui m'a ramenée en France. Vous avez qu'à abandonner votre fille. Quoi? Parce que je disais que de temps en temps, ma fille était très désagréable. Mais moi, je la comprends parce qu'elle souffre le martyre. C'est difficile d'en être autrement. Bien sûr. Et que moi, il a fait ce qu'on appelle, Christine, ce qu'on appelle en psy un passage à l'acte. Ah oui, mais attendez, moi, je ne connaissais pas ce... Mais oui. Je n'ai jamais vécu ça. Oui, son histoire... Il m'a crié dessus. Oui, en fait, votre histoire, est-ce que vous viviez, a dû tellement résonner en lui que, voilà, comme vous dites, il est parti... Ah, je ne connaissais pas. Ouais. Ça m'a choqué. Mais je comprends. Il m'a crié dessus. Surtout, vous l'avez plus revu après? Non, mais c'était très choquant et traumatisant parce que vous aviez un soutien que vous perdiez. En plus, il était métis et moi j'étais métisse aussi. Donc ça crée. Donc peut-être que, effectivement, lui, mais il est rentré dans sa vie à lui. Il m'a parlé de sa vie en disant, moi, ma mère est indienne, elle m'a abandonnée. Mon père est anglais, c'est lui qui m'a amené en France. Ça a touché. Alors, abandonnez aussi votre fille. Ça. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ça a touché quelque chose d'excessivement profond chez lui. Il y a ce qu'on appelle comme une résonance en fait, et il n'a pas géré. Ouais. Et depuis en fait, comment alors vous vivez avec tout ça, Christine? Du coup là, vous voyez plus du tout de thérapeute, vous êtes plus aidée, vous n'avez plus de compagnon. C'est-à-dire que cet homme-là, il était très fort au début, et quand il y a eu ça, moi ça m'a choqué. Non mais je comprends. Ça m'a choqué. Pendant tout le chemin, j'étais là. Ouais. Il s'agit d'une erreur d'avoir fréquenté ce médecin. Comment ça se fait? Je ne connais pas. Oui, c'était pas une erreur. J'en ai entendu parler de ça. Et je suis arrivée chez moi. J'étais complètement abasourdie. Je ne sais pas comment j'ai pu prendre les transports en commun. Oui. Et quand je suis arrivée chez moi, j'étais là, il s'agit d'une erreur. Il s'agit vraiment d'une erreur. Oui, il s'agit d'une erreur. Non. Oui. Vous l'avez signalé à l'association d'aide aux victimes, non?
Non, ce qui vous non, est arrivé? même pas. Ça aurait été Et puis bien. quand mon ami m'a appelé, le second, quoi, Ouais. quand il m'a appelé, j'ai dit il s'agit d'une erreur. Et puis j'ai raccroché. Je crois que j'étais pas bien. Quoi. Non, vous étiez encore en fait dans l'émotion précédente, Christine. Tout à fait. Vous tout étiez à fait. tellement dans le choc qu'en Tout à fait fait, vous j'étais dans le avez choc. reporté l'émotion vécue dans la séance, vous l'avez reportée sur votre ami. Tout à fait. Mais comment il a réagi? Il a pas compris? Ah ben non, il a rien compris. Je crois que pareil, il a compris que j'ai voulu rompre. Mais quoi, il Ou est il a parti? compris que j'étais avec quelqu'un, et que il était au téléphone. Mais vous l'avez plus jamais revu? Non, je l'ai plus jamais revu. Mais il est Et pas. moi, Il à n'a pas chaque fois, demandé. j'ai pas de- Oui, mais Christine, attendez, oui, mais ok, Oui. vous avez pas fait, mais quand même ces hommes qui tenaient à vous, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, au lieu d'être dans la compréhension au moins de chercher à comprendre ce qui vous arrive, vous voyez, Voilà. ils le prennent pour eux. Donc, Oui, il y ce a que des femmes dit, qui m'ont dit mais oui, ça. mais J'en ce que ai parlé avec des copines qui m'ont dit. non, qui ça m'ont va dit, pas, mais attends, Christine. Non, ça c'était va pas pas des du hommes tout, pour attends. vous. Non. À la moindre anicroche, Ouais. l'autre il n'a pas posé des questions, il est venu, il a Non, regardé s'il y ça avait tient un homme pas à la debout. maison. Oui. Il t'a pas dit on va bientôt se marier, tout se passe bien. Pourquoi tu me dis rends-moi mes clés? Il pose pas de questions. Le deuxième ne pose pas de questions non plus. Alors il m'a dit tu te rends compte à la moindre anicroche il décroche, il te demande rien. J'ai dit oui mais ça a dû les vexer énormément quoi. Oui, mais Christine, là, vous vous mettez à leur place et finalement, vous êtes aussi d'une certaine manière en posture de victime de ces hommes-là. Il y a quelque chose à travailler. Oui, il y a Mimi qui dit, sincèrement, elle n'a rien à regretter de ces deux hommes qui n'étaient pas là qui étaient là pour partager que le meilleur et pas le pire. Et elle dit, elle doit absolument voir un psy, sa fille aussi. Mais surtout, Christine, là, moi, ce qui, vous voyez, m'alerte dans ce que vous me racontez, c'est que finalement, vous me dites, ils vous donnaient du bonheur dans ma vie, ils étaient bons pour moi, etc. Quand je vous écoute me raconter vraiment votre histoire et que je vous questionne, ils étaient pas si bons que ça pour vous. Et donc et en plus, vous racontez l'histoire en disant, c'est moi qui ai fauté, finalement c'est un peu de ma faute s'ils sont partis. Et vous êtes un peu victime d'eux. C'est pas juste pour vous, Christine. J'ai pas compris comment par rapport à un choc, je ne pouvais pas construire une phrase. Mais si, ça c'est normal. Bien sûr que si, par rapport à un choc. Bien sûr que vous ne pouvez pas mais oui, ça c'est normal. Ce qui m'alerte plus, et vous voyez, Carlotte a dit c'était pas une histoire de clé, vous n'avez rien perdu. Flo qui dit un homme qui ne peut pas vous aider dans des moments difficiles ne vous mérite pas. Une union c'est pour le pire et le meilleur. Tous les auditeurs, vous voyez, réagissent dans le sens de ce que je vous dis, Christine. Donc ne regrettez pas ces histoires, ne vous rendez pas coupable. Ouais, mais moi je me suis maltraitée, j'ai beaucoup maigri, ensuite j'ai beaucoup grossi, ensuite je suis tombée plusieurs fois malade. Bah écoutez, essayez de... Et puis le deuxième, je l'ai revu. Ouais. J'ai revu le deuxième, alors je lui ai demandé si c'était bien lui, parce que je ne savais pas quoi dire non plus. Et il m'a dit non, c'est pas moi, mais je savais que c'était lui. Et j'ai pas pu lui parler en direct. Alors je lui ai envoyé un cadeau d'anniversaire, un beau cadeau d'anniversaire. Mais c'était quelqu'un d'assez aisé, donc ce que j'ai envoyé pour lui, c'est peut-être rien, mais enfin pour moi, c'était pas mal. Et je lui ai expliqué aussi par lettre. Il m'a renvoyé ma lettre et le cadeau. Oui, bah alors Christine. Ça très violent. Bah oui, très mais violent. Alors comment vous pouvez c'est votre histoire? Oui, mais Christine, vous me racontez votre histoire en me disant. En gros, je suis coupable parce que j'ai laissé partir et je me suis mal débrouillée, j'ai mal quitté des hommes qui étaient bons pour moi. Et en fait, quand on vous écoute, c'est complètement l'inverse. Donc arrêtez. Non mais voyez, non là arrêtez parce que la façon dont vous racontez votre propre histoire montre à quel point voilà vous êtes à la fois dans une position de victime, dans quelque chose qui n'est pas dans l'axe pour vous, et ce serait important. Alors je sais pas, repasser par l'association, par qui vous voudrez. Je comprends que vous ayez été choqué par cette histoire avec le psy, mais justement, allez travailler tous ces traumas dont vous parlez avec quelqu'un qui va vous aider à comprendre. Ouais, mais c'est difficile, hein. Bah oui, c'est difficile, mais ça va recommencer. Mais... Oui, mais Christine, si vous ne le faites pas, ça va recommencer. Le scénario, il va se recommencer. Bah oui. Ma fille n'est plus chez son père. Oui, mais c'est pas que les choses s'arrangent avec votre fille qui fait que votre scénario va s'arrêter. Vous êtes dans un scénario. Donc il faut absolument aller le travailler quelque part.
Et avec le langage qui reviendra. Parce que former les mots, avoir accès au langage, avoir accès à son histoire, ça va vous rendre un peu plus tranquille. Et puis vous allez surtout apprendre à la raconter telle qu'elle est vraiment et pas telle que vous la figurez. Parce qu'aujourd'hui, il y a un écart. Parce que quand je vous dis que ces hommes étaient le premier, par exemple, on allait chercher ma fille chez son père. Avec le premier compagnon, on allait chercher ma fille chez son père. On allait au cinéma, on allait marcher, on faisait du sport. Tout le week-end était bien rempli. Moi, ça m'apportait de la joie dans ma vie. Oui, on a été en vacances ensemble. Oui, mais vous tournez en boucle sur un passé qui n'est pas si rose sur la personnalité de l'homme. Vous avez vécu des bons moments, mais vous mélangez un petit peu les choses. Donc, vous voyez un auditeur qui dit, elle finira par tomber dans la gueule du loup en étant trop à la recherche et sera toujours un peu les mêmes problèmes. Donc, prenez soin de vous, Christine. Allez vous faire aider. Trouvez du soutien auprès d'un professionnel ou d'une professionnelle. Ouais, mais c'est pas facile. Mais d'accord, je comprends. Je comprends. Je peux vous en parler. Vous allez peut-être me dire aussi comment il est lui. Parce que ça, par contre, c'est pareil. Il me suit en faisant de l'humour noir. Il dit c'est à vous de vous débrouiller pour ne pas vous retrouver seul. Quand on perd une amie, on peut en trouver une facilement. Voilà comment il me parle. Vous avez eu quelques bricoles, mais c'est faisable. À ce moment-là, changez-en. Mais changez-en, Christine. Christine, vous êtes battue pour votre fille, battez-vous un peu pour vous maintenant. Et si vous trouvez que ce psy vous respecte pas, vous voyez que votre scénario se prolonge même là. Donc, allez trouver quelqu'un dès le premier rendez-vous, les 2 premiers rendez-vous. Voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez respecté. Vous allez vers des gens qui ne vous respectent pas. Donc, il faut absolument que vous puissiez trouver autour de vous des gens qui vous respectent. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et vraiment, prenez soin de vous. D'accord. Merci Christine. Bonne chance à vous. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Patrick. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors moi je vous appelle parce que j'ai une question à laquelle je ne trouve pas de réponse depuis maintenant une bonne année. J'ai eu une rupture il y a 1 an. Oui. Mon compagnon m'a laissé pour un autre homme. Oui. Et alors j'ai beaucoup souffert derrière cette rupture. Et ce que j'arrive pas à comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi avec lui dans cette relation, j'étais dans l'ennui, j'étais pas épanoui, j'étais pas très heureux. Et pourquoi une fois parti, ça y est, tout s'effondre et plus rien ne vaut le coup. Ah oui. Vous êtes comme vidé, comme épuisé ? Comment ? Dans quel état vous diriez que vous êtes ? Donc ça fait 1 an que vous êtes séparés là. Ouais, ça fait 1 an. Et ça fait 1 an que vous n'êtes pas bien. Oui, ça fait 1 an que j'y pense tous les jours. Or, en fait, vous me dites que pendant les 2 ans où vous étiez avec lui, la relation n'était pas si épanouissante que ça. Voire pas. On va dire que les 6 premiers mois, j'étais sur mon petit nuage, j'étais très bien, et puis après, non. D'accord. Après, j'étais dans une routine et dans de la nuit. Et qu'est-ce que vous dites quand vous dites j'y pense tous les jours depuis 1 an ? De quelle façon vous y pensez ? Alors, je regrette parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette relation. Je regrette toutes les fois où je l'ai trompé, où je suis allé voir ailleurs. Et puis, mon manque d'investissement. Je ne me suis pas du tout investi dans cette relation. J'allais dire, vous reprochez ou vous regrettez d'avoir été dans l'ennui, comme si c'était de votre faute, c'est ça ? Un petit peu. Oui, je ne me suis pas donné les moyens. D'accord, donc c'est pas tant qu'il vous manque que vous mettez ça sur le compte d'un échec de votre part, en vous disant c'est trop bête, j'aurais pu m'y prendre autrement. Oui, et je me dis aussi que c'était la personne qu'il me fallait. Ah, et pourquoi vous vous dites ça ? Alors que vous ne l'êtes pas dit sur le moment. Qu'est-ce qui fait que vous avez... Ah, d'accord. Ouais. Ah, il y a une petite voix en vous sur le moment qui vous disait que en fait, il y avait des choses profondes pour vous qui étaient importantes dans cette relation. Oui, pour moi, il était l'aboutissement de beaucoup d'efforts. De l'effort, c'est-à-dire J'avais eu beaucoup de changements dans ma vie. Oui. Je commençais à sortir la tête de l'eau. Oui. Et c'était la cerise sur le gâteau, quoi, j'ai envie de dire.
Ouais. Et il correspondait vraiment à ce que j'attendais d'un homme, quoi. Oui, mais alors donc il est arrivé dans une période de votre vie comme une renaissance, hein, comme quelque chose de flamboyant. Et comme vous dites, ça a duré 6 mois. Et puis tout d'un coup, quand c'est rentré dans quelque chose de plus régulier, vous êtes ennuyé. Oui. Donc en fait, votre regret est lié au fait qu'il est symboliquement rattaché à ce moment de renaissance chez vous. C'est ce moment de sortie d'un trou noir. Et donc il est identifié comme bon pour vous. Mais parce qu'il est lié à l'événement. Est-ce que si vous le détachez de cette séquence, et vous l'avez fait par la suite, puisque finalement vous vous êtes détaché de lui, en fait c'est comme si avec le temps, vous aviez réécrit l'histoire de votre vécu, en ne gardant que les 6 premiers mois, non ? Impression, hein, dans ce que vous me racontez. Je sais pas. Après. Qu'est-ce que ça vous apporte d'ailleurs d'y penser tous les jours depuis 1 an ? À quoi ça correspond cette pensée récurrente ? Vous avez retrouvé personne ? Vous avez eu, je sais pas, des galères ou des. Vous voyez, qu'est-ce qui fait que vous avez sublimé comme ça l'ancienne histoire ? Parce que je crois que je vais pas en retrouver un comme ça d'ici demain, quoi. D'accord. Donc vous l'avez magnifié avec le temps. Oui. Et il faudrait retrouver, reposer l'histoire telle qu'elle a été réellement vécue, vos émotions, vos ressentis de lui, et voir si vous ne l'avez pas magnifié par dépit ou par tristesse parce que vous n'avez plus recroisé la route de quelqu'un avec lequel vous aviez vécu quelque chose d'aussi beau les 6 premiers mois. Voyez, attention, essayez de démêler les fils entre ce qui appartient vraiment à la relation avec cet homme-là, en réel, et puis ce qui est inventé ou magnifié ou sublimé pour combler quelque chose d'un peu triste. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai eu dans mes relations à chaque fois un peu le même comportement. Au bout d'un 6 premiers mois, il y a un lien avec le corps, il y a un lien avec la sexualité. Une fois que j'ai fait le tour, il y a beaucoup d'ennuis qui arrivent, là, paf, ça me tombe dessus. D'accord. Donc vous êtes en train de raconter autre chose. Vous savez quoi, Patrick ? On va se retrouver après le journal. Je vous reprends juste après, d'accord ? Et on repart là-dessus, sur cette autre séquence. À tout de suite. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et tout de suite, le journal vous est présenté par Maud Descamps. François Geffrier, excusez-moi. Bonsoir, François. Bonsoir, Sophie. Bonsoir à tous. C'est ça. Vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil en direct. La nuit se poursuit avec au standard Paul et Geoffrey et Charles à la réalisation. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Rebonsoir Patrick, on est ensemble juste avant le journal de minuit et vous nous confiez en fait que on commençait en fait à parler ensemble du fait que l'ennui c'est quelque chose de récurrent dans vos histoires qui revient à chaque fois en fait, c'est ça ? L'ennui en fait arrive souvent au moment où au bout d'un certain temps, physiquement, sexuellement, j'ai l'impression d'avoir fait, je sais pas comment dire, d'avoir fait le tour de la personne. Et du coup, il y a une espèce d'ennui qui est là, qui est présent, qui me tombe dessus et ça change beaucoup ma vision de la personne que j'ai en face de moi.
Oui, et en même temps, vous savez bien, on n'a jamais fait le tour d'une personne et que dans les couples, qu'on soit hétéro ou homo, il y a toujours ce moment où il y a moins de découverte et il y a une forme, on va dire, d'habitude qui s'installe, mais en même temps, c'est aussi dans cette dans ce qu'on pourrait trouver monotone que se crée une tendresse, un partage, des choses qui se tissent. Donc, qu'est-ce qui fait que, vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui prend le relais de partage, de passion, de projet? En l'occurrence, il n'y a pas eu, ce genre de choses. Il n'y a pas eu de projet, il n'y a pas eu de choses comme ça. Et moi, tout de suite, je suis parti aller voir ailleurs. Et j'avais aussi dans mon esprit un côté comme ça où je ne voulais pas m'investir dans cette relation parce que j'ai eu 2 relations sérieuses dans ma vie. La première qui a duré quand même 7 ans et qui s'est terminée par un échec très 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 difficile parce que je vous le résume en 2 secondes ou pas? Oui. Je rencontre quelqu'un, on vit ensemble. Au bout de 3 ans, je découvre qu'il est séropo par hasard. Et on avait des rapports non protégés. J'aurais dû l'avoir, je ne l'ai pas eu, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pensé être plus fort et plus intelligent que les autres en continuant notre relation et j'ai pas réussi à être très fort. On a continué 4 ans comme ça et on a fini par se séparer. Pas parce qu'on s'aimait plus, parce qu'il est malade et que c'est très compliqué. Oui. Et du coup, c'était un garçon avec qui je me suis beaucoup investi, avec qui j'ai fait beaucoup de choses, que j'ai vraiment porté dès le départ de la relation qu'on a eue, avant que je sache la maladie. Et celui qui est arrivé bien des années après, je me suis dit, mais alors toi, je vais pas du tout m'investir, je vais pas du tout faire d'efforts parce que j'en ai fait la première fois et ça ne m'a rien apporté. C'était douloureux. Rien apporté. Ça apporte toujours. C'est que c'était douloureux. Ça s'est terminé par quelque chose de douloureux pour vous. Oui. Donc, comme c'était douloureux, vous vous dit, je veux plus souffrir, quoi. Donc, ça m'a fait souffrir de m'investir. Voyez, et dans le fait, comme vous dites, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit juste avant le journal, comme je m'investis pas, je m'ennuie. Oui. Vous avez fait ce lien. Et finalement, oui. Il faut des projets, il faut des passions communes, il faut des choses en commun. Sinon, il faut quelque chose qui existe à l'extérieur du couple, et qui fait couple, pour effectivement qu'il n'y ait pas un tête-à-tête fusionnel à 2, qui de toute façon, celui-là, il est voué à mourir, parce qu'il génère de l'ennui à un moment donné. Mais quand on s'ennuie, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus, ou qu'on n'est plus aimé. Vous voyez ? Ça ne veut pas forcément dire ça. J'ai un peu plus de mal avec ça. Eh oui, parce qu'en fait, c'est perçu plus, en fait, c'est comme une forme de détresse ou d'expression de la détresse qui fait que on aimerait retrouver un âge d'or où on est tout pour l'autre. Ça parle de soi aussi. Ouais. Vous voyez, ça parle aussi d'une régression de son propre besoin. Alors, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je tourne pas la page, quoi? Eh ben, parce que vous avez sans doute un sentiment très diffus qu'avec cette personne-là aurait pu se vivre autre chose. C'est-à-dire que vous savez intuitivement qu'avec cette personne-là, si vous étiez, comme vous l'avez très bien dit, plus investi, vous n'auriez peut-être pas généré pour vous cet ennui et que vous regrettez peut-être d'être passé à côté de quelque chose. Vous pouvez renouer ou en êtes-vous avec cette personne? Alors, ça va être très compliqué parce que dans cette séparation, j'ai été dans l'excès, j'étais hystérique, été... ça a beaucoup crié, j'ai beaucoup crié. Donc du coup, le dialogue, il n'est pas possible. Mais il n'est pas possible. Je l'ai voulu pendant les premiers mois après la séparation. J'ai eu un mur, mais bon, les conditions n'étaient pas bonnes. Moi, alors voyez, on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, les conditions n'étaient pas bonnes, et quand on ne parle pas avec l'autre,
finalement, voilà, on peut pas trouver du coup un langage différent qui nous sortirait de l'ennui, c'est-à-dire admirer une peinture ensemble, etc. Dès qu'il n'y a pas de langage au sein du couple, vous pouvez pas avoir un langage extérieur, donc vous pouvez pas avoir de projet. Ce qui, finalement, j'ai l'impression, quand je vous entends, que ce que vous regrettez le plus, ce qui vous fait le plus mal, c'est presque un échec narcissique pour vous, c'est-à-dire non, oui. Oui, c'est ça. À moi que j'en veux. Oui, oui. Comme si vous étiez, j'allais dire comme si vous étiez blessé narcissiquement dans cette histoire, où vous dites j'ai un peu honte, ou vous me dites j'ai été hystérique, je me suis mal conduit, j'ai crié. Donc c'est ça que vous aimez pas de vous, et que le lien que vous gardez en pensant à lui tous les jours, c'est que vous aimeriez tellement qu'il ait une autre image du Patrick d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez conscience de ce qui s'est passé, et il y a sans doute chez vous la tentation de se dire mais en fait je suis pas ça, il le sait pas, il le saura jamais. Ouais, mais en même temps j'arrive pas à lui dire, parce que c'est pas un hasard si je vous appelle ce soir, parce que je l'ai croisé aujourd'hui. Oui. Il a tenté en tout cas la réconciliation, je sais pas, mais il est venu vers moi. Oui. Et j'ai été, mais je n'ai pas pu lui parler, j'ai rien dit. Vous êtes dans la honte ? Vous êtes dans la honte, Patrick ? Ouais. Oui, il y avait de la honte. Ouais. Il y a quelque chose. Je sais pas comment il va interpréter tout ce que je peux dire, je sais pas comment il va l'interpréter. Oui, mais ça c'est pas grave. Le comportement que j'ai eu. Oui, mais ça c'est pas grave. C'est sa liberté, et faites-lui confiance. S'il est venu vers vous, c'est bien que, voyez, il était pas là-dedans. Enfin, il était pas en train de vous juger. Sinon, il vous aurait déjà jugé, catalogué. Donc, c'est un peu dommage. Enfin, ne manquez pas cette occasion de vous dire, de vous livrer tel que vous êtes, avec une face pas top, mais on en a tous, et de dire je suis pas très fière finalement de la façon dont j'ai été. Derrière, je vais pas souffrir encore, quoi. Mais il n'y a pas. Protéger, quoi. Oui, mais c'est bien dommage, parce que vous voyez, aujourd'hui, vous souffrez de ne pas souffrir. Enfin, je plaisante à moitié, mais vous souffrez autrement. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Enfin, ça veut dire quoi souffrir quand on est dans des sentiments ? Oui, on est chahuté. Je vais pas vous dire le contraire. La mer, elle est pas calme tout le temps, mais se dire je vais m'empêcher de vivre. En fait, vous êtes en train de me dire je vais m'empêcher de vivre pour ne pas souffrir. Non. Surtout pas. Un petit peu, mais bon. Mais alors après, vous allez drôlement vous ennuyer. Vous voyez, c'est le serpent qui est. Enfin, on tourne en rond là. Enfin, pour vous, c'est pas, quel que soit l'endroit où vous tournez, c'est pas très constructif pour vous. Alors à ma décharge, j'ai envie de dire, la première relation que j'ai eue, j'ai quand même chargé. La séparation qui a été quand même bien sûr, mais il y a peut-être quelque chose qui m'a quand même. Oui, mais il y a quelque chose à réparer. Oui, il y a quelque chose à réparer, et sans doute que quand vous parlez d'hystérie vous concernant par rapport à l'autre relation, c'est que tout ce qui a été emmagasiné dans la relation qui était vécu de façon douloureuse pour vous, vous avez dû la transposer sur la suivante. Donc il y a peut-être là un petit travail à faire, à poser les choses pour pas les mélanger, à accepter que ce soit difficile pour vous, à accepter que ce soit douloureux, à accepter qu'il puisse y avoir encore une fois de la souffrance, mais pas forcément, et que le non-vie, le non-vivre, de toute façon n'est une voie pour personne, quoi. Et va vous amener très certainement à l'ennui. Donc vous allez mourir d'ennui au lieu de mourir de chagrin. Enfin, vous voyez, je force un peu le trait, mais il y a Carlotta qui dit que serions-nous sans l'ennui. Et effectivement, il y a ces moments de vague, mais ne vous empêchez pas de vivre pour ne pas souffrir. Et essayez d'aller poser avec la personne de votre choix, thérapeute ou pas, mais avec quelqu'un, d'en parler. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait. Et la réponse par rapport à la toute première question que je vous ai posée, on m'a dit vous avez peur de l'abandon, quoi. Oui, c'est quitter avant d'être quitté.
Bah oui, c'est la peur de l'abandon. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit ça et on n'a rien dit. Ah oui. Non, on n'a pas tout dit, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, bien sûr, on a peur de l'abandon, alors on quitte, mais il y a un vide à l'intérieur de soi. Et donc, c'est renouer avec soi-même pour ne plus être dans ce vide. Et du coup, on sera plus dans cette inquiétude. Donc, il y a un travail intérieur à faire de se nourrir de l'intérieur. Et quand on se nourrit de l'intérieur, on nourrit nos relations à l'extérieur. Donc c'est là, en fait, la vie vous invite à vous occuper de vous, à vous nourrir de l'intérieur, et ça va apaiser cette inquiétude d'être abandonné, cette inquiétude de souffrir, et ne pas vous couper de lien, parce que vivre sans lien, c'est trop triste. Donc, oui. La question que je me pose aussi à certains moments, parce qu'il y a une chose quand même importante que je vous ai pas dit, il y a eu des longues périodes d'alcool qu'il n'y a plus maintenant, qui peut revenir, hein, on ne sait jamais. Il y a quand même chez moi, je me pose la question aussi, est-ce qu'il n'y a pas un désir de vouloir souffrir? Est-ce qu'il n'y a pas un plaisir à souffrir? C'est possible. C'est une très bonne question, oui. Il y a une forme de jouissance aussi dans le fait d'être dans la douleur, parce que c'est peut-être une façon de vous sentir vivant de cette façon-là. Mais il y a tellement d'autres façons de se sentir vivant et qui seront beaucoup plus douces pour vous. Donc voilà, lâchez ce bénéfice-là, qui n'en est pas un, qui en est un faux. Oui, vous êtes sur un bon chemin là. Vous êtes vraiment déjà en travail. Trouvez si la personne avec laquelle vous êtes en travail vous avez l'impression que vous avancez pas. Oui, je peux voilà. rien. Mais bien sûr, c'est ce que je dis toujours, parce que souvent on me dit oui, mais ça. Alors à ce moment-là, allez trouver la personne avec laquelle vous vous sentez vraiment bien. Il y en a plein, le choix est vaste. Donc voilà, et c'est comme dans un couple, il faut trouver le partenaire avec lequel on va pouvoir avancer en toute confiance et on se sent écouté, entendu, compris, accepté. Et là, hop, on avance. Donc vraiment, je vous le souhaite, Patrick. C'est gentil, merci. Bonne nuit à vous. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 3921 34 centimes la minute. Comme long, Titillo. Bonsoir David. Bonsoir Sophie. Je vous appelle, d'abord je vous souhaite toutes mes félicitations pour l'émission, ainsi qu'à merci. Caroline, oui. Oui, c'est par une amie que j'écoute, elle écoutait l'émission et je l'écoute déjà depuis quelques années. Oui. Alors voilà mon histoire. Je fais de la biodanza depuis 1 an. Et dites-nous ce que c'est la biodanza, c'est une danse, hein, c'est ça? Oui, c'est de la danse, oui. D'accord. Quel genre de danse? Un peu sensuel, c'est ça? Sans chorégraphie et assez sensuel. Oui. D'accord. Alors, au départ, j'ai commencé ça, je ne connaissais pas moi non plus la biodanza. J'ai commencé ça, c'est un chauffeur de taxi une personne qui est la monitrice de biodanza, elle lui avait donné des cartes et il y avait marqué biodanza dessus. Ouais. Et comme je faisais des massages de détente, j'ai commencé par un massage chez elle. Et tout de suite, je suis tombé amoureux de cette femme-là. Enfin, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Ouais. Je lui ai pas dit. J'ai fait le massage de détente et je suis revenu une deuxième fois. Et là, je lui ai dit que j'allais faire de la biodanza et on se faisait des étreintes à la fin du massage. C'était un peu comme ce qu'on fait à la biodanza. Et je lui ai annoncé que j'étais amoureux d'elle. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup de sentiments d'amitié pour moi, mais pas de l'amour. Donc, j'ai commencé la biodanza donc avec le groupe. Et on était pratiquement tous débutants et il n'y avait que des femmes avec moi et il y a eu beaucoup de séances avec que des femmes et je suis tombé amoureux d'abord d'une femme qui était en psychiatrie comme moi je suis en psychiatrie, je vois un psychiatre à 50 km de chez moi. Et
avant la vigencia, c'est-à-dire avant la danse, pendant la danse, pendant la vigencia, on n'a pas le droit de parler. Ouais. Donc avant on parle, on se raconte tous nos problèmes, on dit qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a ressenti les dernières fois, tout ça. Ah oui, Et oui. C'est intéressant. Et donc la femme qui a dit on se réunit une fois par semaine pour faire ça dans une association, et celle qui est en psychiatrie, elle a parlé de sa psychiatrie, et je me suis retrouvé dans ce qu'elle disait. Dans ce qu'elle disait, oui. Et donc je suis j'ai beaucoup d'amitié vis-à-vis des autres femmes, et il est venu 2 hommes, et j'ai aussi beaucoup d'amitié vis-à-vis d'eux, et je me suis senti amoureux de cette femme qui était en psychiatrie. Et il y en a aussi une autre qui a eu des problèmes, qui a eu des problèmes avec son travail, des problèmes très douloureux, et je suis tombé amoureux aussi d'elle. Et à ces 2 femmes-là, je leur ai pas dit que j'étais amoureux. Les 2 autres femmes du cours, d'accord. Les 2 autres femmes du cours, je leur ai pas dit. Et je sais pas trop comment faire maintenant. Et la femme qui est comme vous, là, avec qui vous lui avez dit à elle, non? Enfin, vous avez une relation? Oui, vous avez une relation avec elle? Je la vois une fois par semaine, sauf pendant les vacances scolaires. Donc là, on se voit pas en ce moment. Mais dans le cadre de votre cours, enfin, dans le cadre de l'activité. Oui. Enfin, aux 2 femmes, je leur ai pas dit que j'avais des sentiments amoureux pour elles. Et donc, celle qui est en psychiatrie, disons, je me retrouve dans ce qui est dit. C'est déjà des choses comme des tentatives de suicide. J'en ai fait aussi. Malheureusement, on ne supporte pas nos médicaments. Moi, je suis fatigué pendant 48 heures quand j'ai une injection. D'ailleurs, je l'ai demain. Et l'autre qui a des problèmes avec son travail, ça s'améliore un petit peu maintenant. Mais je suis amoureux d'elle, je sais bien que je suis amoureux d'elle parce que c'est par pitié. Et donc avant de commencer la biodanza, déjà j'avais eu une amie, je sortais avec elle, et elle m'avait dit que, c'était une africaine, elle m'avait dit qu'elle voulait pas sortir avec moi, elle voulait pas que j'apprenne par pitié, et je voyais pas pourquoi j'apprenais par pitié, parce que tout allait bien pour elle apparemment. Donc vous avez le sentiment que vous êtes plus attiré, votre sentiment dit amoureux est plus de l'ordre de la pitié? Oui, je me dis ça, ça me semble ça, en fait. En fait, parce que pendant que vous me parlez, aujourd'hui, on est moderne, j'ai plein d'écrans autour de moi, et du coup, j'ai regardé un peu biodanza, et effectivement, je connaissais pas, je trouve ça très intéressant, et en fait, donc, je le dis pour les auditeurs, parce que c'est en fait une méthode de développement humain créée dans les années 60 par un anthropologue chilien, et voilà, et en fait ça signifie la danse de la vie, avec un système d'intégration affective de l'identité, la rénovation organique et de réapprentissage des fonctions originaires de la vie. Mais je suis pas du tout étonnée du coup dans ce que vous racontez, David, que vous ayez un sentiment, encore une fois un sentiment amoureux pour ces femmes avec lesquelles vous pratiquez la biodanza, puisque finalement cette pratique est en train de vous réveiller. Elle réveille à la fois votre corps, votre cœur, donc il y a tout un chamboulement émotionnel là. Depuis que je fais ça, je me sens plus heureux. Donc vous êtes dans un tel chamboulement émotionnel. Du coup, dans votre question qui est de savoir est-ce que je leur dis ou pas, mais il y a pas d'urgence, c'est-à-dire laissez-vous vivre ce processus que de la biodanza, qui est finalement un processus aussi de découverte avec soi, de découverte de l'autre, de ressenti d'émotion. Laissez-vous aller dans ce rythme de la vie qui naît en vous. Il n'y a pas d'urgence, et puis vous allez, ça va s'éclaircir pour vous, parce que comme vous dites, il y en a une, j'ai un peu de la pitié, les autres,
je suis sûre, elles me plaisent beaucoup, mais ce que je leur dis, laissez faire les choses tranquillement, parce que petit à petit, en étant dans votre groupe, vous allez mieux les connaître, découvrir des choses. Peut-être qu'une ce sera plus claire que l'autre. Il n'y a pas d'urgence là. Il n'y a pas d'urgence parce que vous êtes presque dans un processus, si je comprends bien, thérapeutique au travers de la biodanza. Oui. Oui, c'est vraiment très intéressant. Oui, en fait, les deux dont j'ai des sentiments amoureux, j'aimerais bien sortir avec. Je me dis, c'est par pitié plus la monitrice, mais avec la monitrice, c'est plus clair. C'est plus clair ce qui se passe. C'est clair parce qu'elle vous l'a dit. Elle vous a dit, non, je suis pas amoureuse de toi. Là, c'est pas clair parce que vous ne savez pas ce qu'elle pense de vous, ces autres femmes-là. Mais dites-vous quand même qu'aujourd'hui, par le biais de votre activité, vous êtes en train de vous éveiller à tout ce monde-là. Donc que vous soyez un peu perturbé ou un peu bousculé par toutes ces émotions, ces sentiments, toutes ces personnes avec lesquelles vous sentez bien, vous êtes heureux dans cette pratique, forcément que vous ressentez un sentiment d'amour pour ces personnes, et d'attirance. Maintenant, voilà, prenez le temps. Là, depuis quand vous faites de la biodanza, David ? Ça fait 1 an, depuis septembre l'année dernière. D'accord. Et c'est le même groupe toujours, c'est toujours... j'espère que ça va être le même groupe, parce que comme c'est ça, à la rentrée. Oui. Oui, parce que je fais partie d'autres associations et... D'accord. Bon, la monitrice voulait essayer de faire connaître ça à plus de monde et il y a donc un groupe de convivialité du Secours catholique. Je me suis dit ces gens-là, faut peut-être mieux pas qu'ils aillent faire de la biodanza, parce qu'on s'entend moins bien déjà dans ce groupe-là. C'est... Oui, mais voyez, je vois qu'en fait, ça a fait de l'étude de groupe de recherche en psychologie, et effectivement, ça fait émerger tout ce qui est désirabilité sociale, satisfaction, activité corporelle. C'est très intéressant. Donc vous êtes en fait en plein travail, si je puis m'exprimer comme ça, émotionnel et de découverte de vous-même. Donc voilà, laissez-vous vivre ça. Et puis, vous savez, vous trouverez à un moment donné, la question n'aura plus lieu d'être, parce que vous allez sentir le moment, que ce soit avant, après le cours, ce sera une évidence. Si vous me posez la question là, c'est que c'est pas encore évident pour vous. C'est un peu tôt. Donc quand la question ne sera plus là et que vous le sentirez dans un élan, dans un moment, parce que la personne sera là à côté de vous, parce que vous serez un peu plus sûr de vous, un peu plus tranquille, ça viendra tout seul. Donc faites-vous confiance, et puis merci à vous, parce que vous nous avez fait découvrir ce soir à tous les auditeurs et à moi d'ailleurs ce que c'était que la biodanza. Alors moi je suis une bonne publicité. Ouais, mais c'est amusant. Non mais c'est toujours très sympa de découvrir des activités, des pratiques qu'on connaît pas. Il y a Yvan qui dit je vais me mettre à la danse dès demain. Écoutez, c'est bien aussi, Europe 1, c'est une radio d'information, donc c'est toujours extra de pouvoir découvrir des choses qu'on connaît pas, et moi ça m'intéresse toujours, donc je vous remercie de ça, David. Oui. Donc alors faut que je continue et que je me laisse aller. Exactement, profitez. Sans penser. Oui, voilà, profitez de la biodanza. Merci, David. Est-ce que je peux le dire devant tout le groupe que au moment où on parle ce que vous pouvez dire peut-être, c'est ce qu'on échange là, je trouve intéressant de dire que depuis que vous pratiquez, que vous êtes dans ce groupe, il y a plein de sentiments, d'émotions qui se lèvent en vous, que vous ressentez, et qui est de l'ordre presque du sentiment amoureux, sans nommer les personnes. Mais voyez, parce que comme ça, ce sera les respecter, mais de dire voilà, moi le retour que je fais sur comment je vis ce que je suis en train de vivre, c'est que je ressens de l'amour pour certaines personnes, je sens que je m'éveille, et peut-être que ça peut donner un bel échange dans le groupe, voyez, de partager votre émotion, votre ressenti. Ça c'est super chouette. Par contre, d'aller ne nommez pas les personnes, et puis vous verrez bien ce qui se passe après dans la danse, justement. Ça va être le mystère, ça va être génial. Merci, David, encore. Merci. Et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Au revoir, Sophie. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Budapest, Georges Ezra.
Bonsoir Annick. Bonsoir Sophie. Je vous appelle Sophie parce que d'abord je vous écoute depuis à peu près 6 mois. Oui. Je trouve l'émission super intéressante avec des témoignages assez bouleversants. Oui, merci. Et aussi aujourd'hui je vous appelle parce que je suis un petit peu démunie, même complètement démunie. Oui. Je suis une insomniaque mais très très sévère. Bon, soignée quand même un peu pour dépression parce que voilà quoi, j'ai des médicaments, je suis suivie. Mais plus ça va, plus je perds le sommeil. Et disons que ça fait à peu près 1 an que je suis très insomniaque. Par exemple, pour vous citer un exemple, depuis lundi dernier, je n'ai dormi en tout et pour tout que 4 heures. Ah oui. Mais alors, vous savez que c'est souvent lié, dépression et insomnie. Enfin, j'imagine, vous le savez, Annick. Oui. Oui, parce que voilà, quand on est un peu dépressif ou en dépression, quand le soir tombe, on a du mal à l'approche de la nuit et donc c'est compliqué. Donc les deux soient liés, je suis pas tout à fait étonnée. Mais est-ce que vous en avez parlé avec le médecin qui vous suit? Oui, alors j'ai laissé mon médecin pour en retrouver un autre il y a à peu près 1 an. Oui. Le précédent médecin m'avait dit on vous a donné tous les traitements possibles et inimaginables, je ne peux plus rien faire pour vous. Devant ça, je suis allée voir un autre médecin qui a continué à me donner des médicaments pour dormir, mais sans résultat. Et on en est arrivé au point qu'il a fallu faire un sevrage médicamenteux parce que prendre des médicaments ou pas, ça ne servait à rien. Alors je sais que la nuit m'angoisse, c'est vrai. Bon, mais j'ai quand même 61 ans, j'essaie de me raisonner, mais je n'y arrive pas. Et je voulais savoir un petit peu vers quoi je pouvais me tourner. Non, c'est pas en vous raisonnant en tout cas que vous allez trouver le sommeil. Je pense que vous pourriez vous tourner, Annick, vers, vous savez, tous les mouvements. Je sais pas si vous avez entendu parler de méditation et de méditation de pleine conscience. Ça vous dit quelque chose? Non, pas spécialement. Non. Il y a un très bon livre que je vous recommande de Christophe André qui s'appelle La méditation jour après jour et qui est accompagné d'un CD qui donne des séances de relaxation. Et en fait, ces principes qu'on dit méditation de pleine conscience, c'est parce qu'en fait, il s'agit d'un travail qui permet d'apaiser le mental. Et puis du coup bien sûr le corps et en fait par un travail soit sur la respiration, soit sur la posture, soit en convoquant des images. Voilà, il y a plusieurs on va dire stratégies possibles. Après c'est un peu une discipline. Donc par exemple si en admettant que tous les soirs vous dites j'ai cette activité là qui va me prendre au début 10 minutes, puis 15, puis 20, et puis je vais écouter. Et puis vous pouvez faire partie de groupes aussi aujourd'hui, de regarder, je sais pas, vous habitez bien un peu partout, des groupes de méditation pleine conscience qui vont vous apprendre aussi un peu la pratique. Et vraiment, ça donne des résultats. Enfin, Christophe André, il est psychiatre, il dit que même justement sur la dépression, ça donne des résultats exceptionnels à l'hôpital. Ah d'accord. Ouais, donc vraiment, je pense que et en plus, ça va vous donner un objectif de votre soirée. Qui va vous voyez comme une activité nocturne qui va vous habiter et puis qui va vous faire lâcher tout ce qui tourne dans votre tête parce que maintenant effectivement que c'est super courageux, vous avez plus les médicaments et tout, donc ça c'est extra, vraiment bravo. Mais comme vous dites, j'arrive pas à m'empêcher quand même de penser parce que ça tourne. Et puis vous allez voir qu'après ça va avoir si vous faites ce travail de méditation des répercussions dans votre vie où ça va apaiser d'autres domaines. D'abord, vous allez retrouver, je vous le souhaite et j'en suis certaine, un sommeil beaucoup plus régulier. Et puis aussi, c'est quelque chose qui va vous aider dans la gestion de vos émotions dans la journée. Voilà, ça peut vous apporter plein de choses. Alors, je sais pas s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui ont ce problème-là. Je les invite à appeler Paul au 3921 et qui est là. Donc, j'en profite, qui voudraient parce qu'ils ont peut-être d'autres idées à vous donner, Annick. Déjà, je retiens votre idée parce que je viens l'expérimenter. Et puis, il y avait quand même un autre problème auquel j'ai pensé. C'est purement physique, c'est-à-dire que je ne fabrique pas la sérotonine. Ah ben voilà, oui, c'est ça. Et finalement, il n'y a pas de médicament qui pallie ce problème.
Et je me demandais si, bien sûr, la dépression est en cause, mais est-ce que ce phénomène de non-fabrication de la sérotonine n'entre pas en ligne de compte? Et en plus... De la mélatonine, vous voulez dire? Et la mélatonine et la sérotonine. Ah, les deux, d'accord. Les deux. D'accord, parce qu'effectivement... mais alors c'est encore... Enfin, vous savez que notre corps et notre psychisme sont intimement liés. Oui. Donc aujourd'hui, sans doute, parce que vous les fabriquez pas, parce que l'organisme est sans doute perturbé par l'épisode dépressif. Oui. Et que du coup, ça bloque certaines fonctions. Ouais. Encore une fois, avec quelque chose qui permettrait de vous apaiser, ça peut tout à fait se remettre en route, par exemple. Ouais. Mais oui. Mais il faudra peut-être consulter quelqu'un. Parce que la mélatonine, le problème, c'est que effectivement, elle se libère dans le cerveau le soir. Elle est nécessaire au sommeil, mais elle est aussi déclencheuse. Enfin, c'est aussi une substance qui déclenche la dépression. Donc, si on est déjà atteint d'état dépressif et qu'on n'arrive pas à dormir, la mélatonine, elle fait qu'aggraver la situation. Donc, effectivement, il vous faut plutôt. Mais bon, je m'avance un peu de la sérotonine, mais. Je crois vraiment que par une discipline comme celle dont je vous parle, de type de méditation pleine conscience, ça peut vraiment, parce que vous, c'est vraiment un travail d'apaiser le mental. Vous voyez un thérapeute où vous parlez, vous, dans la journée? C'est-à-dire que je la vois qu'une fois par mois parce qu'elle est assez débordée. Ah oui, non, c'est pas assez pour vous. Bon, j'ai réglé beaucoup de problèmes personnels et je suis libérée de tout un tas de problèmes. Ah, ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est super. C'était grâce à un travail vraiment remarquable. De fond, je sais plus ce que je voulais dire. Mais je vous parlais de travail. Vous me disiez que vous voyez votre psy une fois par mois. Oui, une fois par mois. Je ne sais pas si ça avancera à grand-chose actuellement. De voir plus souvent, Non, je vois pas. Oui, et vous voyez, par exemple, la nuit, je me suis mise à écrire il y a 10 ans. Oui. Et j'écris la nuit, je suis incapable d'écrire le jour, donc ça retarde aussi le sommeil. Ah, parce que du coup, maintenant, vous avez une activité nocturne. J'ai une activité nocturne. Dont la journée attend la nuit, en fait, pour écrire. Oui, parce que une fois que tout est calme, je peux libérer ma pensée. Et du coup, est-ce que vous pouvez dormir le jour? Non, vous travaillez, vous? Non, je ne travaille plus. J'ai 61 ans. D'accord. C'est mon premier mois de retraite. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est sympa. Et si vous viviez un peu en décalé, du coup? C'est-à-dire dormir le jour? Mais je n'arrive. Mais le problème, Sophie, c'est que je n'y arrive pas. Ah, ok. Vous savez, je suis à la fois, je suis à la fois calme et à la fois très nerveuse. Oui, bien sûr, ça va ensemble. C'est-à-dire, vous êtes très posée par le travail sur vous, mais en même temps, vous avez une anxiété qui vient sans doute de loin profonde et même physique parce qu'elle s'est installée dans le corps. C'est pour ça que je vous dis, moi, il me semble, et vous avez raison quand vous me parlez de votre psy, c'est qu'il faudrait que vous passiez par un travail sur le corps. Alors, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'hypnose, ça peut être la méditation pleine conscience. Là, il y a un auditeur qui dit j'ai eu de longues périodes d'insomnie et la solution que j'ai trouvée, c'est d'écouter des vidéos d'hypnose sur YouTube. Lorsque je faisais ces séances au moment du coucher, cela fonctionnait très bien. D'accord. Alors il y a également Nadine, qui parle de la sophrologie, qui a très bien marché pour elle. Oui. Et des traitements naturels avec un naturopathe éventuellement. Oui. Annie dit, elle, c'est la réflexologie, vous voyez, qui m'a sauvé des médicaments. Oui. Donc effectivement, en tout cas, vous voyez toutes ces. Là, il y a Jo qui dit, moi, je fais du sport. Je vous jure que ça marche. En tout cas, ça passe par le corps. Ça, j'en suis absolument certaine. Alors, que ce soit, vous voyez, moi je vous parlais méditation pleine conscience, que c'est lié à la respiration, à l'alignement, à la posture. Mais je trouve que les auditeurs ont aussi d'excellentes idées. L'hypnose, c'est super. La sophrologie également. Tout ça est très centré sur la respiration également. D'accord. Oui, je disais la sophrologie, super. La réflexologie. Pour vous détendre, il faut aujourd'hui partir du principe que vous avez besoin de détendre votre corps. Le mental, il va se mettre après dans son axe tout seul. Mais vous avez raison, parce que je ne sais pas détendre mon corps, je ne sais pas me détendre. Mais oui. Et lui, il trouve pas le sommeil, en fait. Il trouve pas le sommeil, donc je tourne en rond. Oui. Oui, non, allez-y. Comme les deux sont liés, vous voyez, corps et psychisme. Oui. Du coup, lui, il a compris qu'il avait aucun signal pour dormir. Tout à fait. Et puis en plus, le mental lui dit t'es mignon, mais j'ai plein de choses à écrire cette nuit, donc je ne peux pas dormir. Et puis
Et puis en plus, vous voyez, ça me déprime beaucoup. J'ai des épisodes un petit peu dépressifs, mais je comprends. sévères. Mais c'est normal. Quand je suis 4 jours sans dormir, mais c'est terrible. Je me dis, mais je vais prendre des comprimés et puis je vais me suicider. Ah non, oui, mais je comprends. Je le ferai pas parce que j'ai une fille de 29 ans qui est adorable, ma maman qui est encore là, qui est adorable. Donc je n'ai pas le droit de le faire. Et puis je le regretterai. Oui, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moins vous dormez, plus vous déprimez. Vous voyez, et plus vous déprimez, moins vous dormez. Oui. Donc on part. Il y a Juliette qui est là, Annick, et qui souhaite rentrer, en dialogue avec vous. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Voilà ce que je voulais lui dire. En gros, qu'elle s'inscrive à des séances de yoga. C'est très très efficace. De yoga? Oui, oh là là. Et la sophrologie également. Oui. Parce que tout est basé sur la respiration. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ce que dit un autre auditeur d'ailleurs par SMS. S'endormir avant tout une question de respiration. Impeccable. Et c'est relaxant. Oui. Alors parce que les séances de yoga, on se détend, on se relaxe, on pense à autre chose, on oublie tout. Oui, d'accord. Et alors vraiment, je lui conseille de le faire. D'accord. Il y a même toute seule à la maison, dans la journée, elle s'allonge par terre, elle se détend, elle se relaxe. Elle ferme les yeux, elle pense à autre chose, elle rêve de la mer, des cocotiers. Ça, on entend votre accent, là, ça sent le soleil. Oui, ça sent, je suis antillaise. Mais oui, c'est super. Bah oui. C'est guadeloupéenne. Oui, c'est ça. Voilà, mais alors c'est super bien. Franchement, oui. D'accord. Et vous pensez qu'une récalcitrante comme moi puisse être domptée par un professeur de yoga ou par la sophrologie? Vous prenez des cours en général. Oui. Les profs de yoga, ils font de la sophrologie aussi. Oui, souvent. D'accord. Et de la relaxation. D'accord. Mais je vous assure que j'ai connu ça. Oui. Et alors les médicaments, mettez-les à la poubelle. Mais mes médicaments pour dormir sont à la poubelle depuis 3 mois. Ah, il faut virer tout ça. Oui, mais ça c'est bien. Oui, elle l'a fait. Elle l'a fait, Juliette. Annick l'a fait. Excusez-moi l'expression de virer. Il n'y a pas de mal. Mais il faut oublier ça n'existe pas tout ça. Elle l'a fait, Elle l'a fait courageusement. Je l'ai fait. Même là, tout de suite, quand vous allez nous quitter, mettez-vous par terre, allongez-vous. Alors, soufflez, vous gonflez le ventre, vous respirez, vous gardez l'air un petit peu. Ensuite, vous soufflez lentement. Vous faites ça au moins une dizaine de fois. Vous allez voir que c'est super, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et en dormant, vous allez continuer de faire de la relaxation sans vous en rendre compte. Mais c'est vrai que je ne sais pas respirer. Alors il faut apprendre. Oui, c'est important. Le yoga ou la sophrologie vont vous l'apprendre, Annick, effectivement. Ça s'apprend. Oui, ça s'apprend. Gonfler les poumons. C'est par le ventre. C'est par le ventre. Non, on respire par le ventre. Non. Alors, si on doit aider Annick là pour s'endormir ce soir, on va lui dire de prendre de l'air en gonflant le ventre, et de tout et après de sortir l'air effectivement par la bouche et en poussant les poumons. Voilà. Mais vous détendez et vous inspirez par le ventre et vous faites comme ça 10 grandes respirations déjà, Annick, à la fin de l'émission. Et puis avec une musique tranquille, zen, douce, voilà. Imaginez-vous qu'il y a le torrent qui coule lentement, les chutes du Carbet. Ah, mais j'entends le torrent des montagnes. Oui, et les chutes du Carbet. Moi, je sens que Juliette, vous êtes extra, vous allez nous faire une séance de sophrologie en direct et tous les auditeurs qui nous écoutent là dans leur lit vont dormir comme des bébés. Voilà. C'est génial. Elle mange une petite pomme avant. Elle mâche bien sa pomme. Et elle avale ça tranquillement sans s'énerver. Parce que ça passe à côté et ça fait pas du bien. Voilà, d'accord? C'est vrai, oui. Voilà. Bon, je suis bourrée de conseils. Voilà, je vous souhaite de bien dormir. Vous allez voir. C'est gentil. Mettez le réveil parce que si ça se trouve, vous ne pourrez pas vous réveiller. Je pense Juliette, elle est taquine. Oui. Demain, j'ai des impératifs. Alors, non. Vous allez lui faire peur et du coup, Juliette, vous allez voir qu'Annick va avoir peur maintenant de s'endormir parce qu'elle va se dire si j'écoute Juliette, je ne vais pas me réveiller. Vous êtes une coquine, Juliette. Et puis, elle vous écoute, Sophie, là. Oui. J'avais une petite dernière
Une petite dernière question. Oui, alors déjà, on va dire au revoir à Juliette, et je vous remercie Juliette de nous avoir appelés. Et puis après, il y a une autre auditrice qui voudra vous parler également, mais Annick, dites-moi, voilà. Parce que j'ai des personnes aussi qui m'ont suggéré d'aller consulter un centre du sommeil pour voir mon état de vigilance veille-sommeil. Oh, mais alors mais non, on va vous mettre des électrodes partout. C'est vrai. Vous allez être donc, comme vous voulez. Non, mais voyez, ça m'ennuie toujours d'être un peu. Oui, je sais, mais voilà, on va étudier votre sommeil, on va vous dire les phases. Alors c'est très intellectuel. Vous allez repartir avec votre petite fiche qui va vous dire quand les phases de réveiller, etc. Ça va pas vous avancer à grand chose, c'est de l'information. Pourquoi pas, mais vous êtes déjà là-dedans, donc ça va renourrir votre travers. Non, voyez mais ça, alors, je suis contente de vous l'entendre dire, parce que effectivement, moi, je vis par l'intellect et je ne vis pas par le corps. Mais oui, je pense que vraiment. Et puis, ça va être une nouvelle découverte pour vous. Il y a Sylvaine qui est là et qui souhaite également vous apporter ses conseils. Bonsoir Sylvaine. C'est gentil. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de la radio. Je voulais simplement, c'est un problème, l'insomnie que je connais depuis plus de 40 ans. Voilà. Et j'ai commencé à prendre des somnifères, j'avais 20 ans. Et j'ai 61 ans, je n'arrive pas du tout non plus à m'en passer. Je suis dans le même cas que vous, Sylvaine. Oui, ça fait 40 ans que c'est Sylviane, je crois, pardon. C'est Sylviane, c'est pardon, excusez-moi, oui, j'avais mal lu ma petite fiche. Et le problème, c'est que j'ai vraiment essayé de prendre des traitements à base de plantes. J'ai vu une sophrologue. Qu'est-ce que j'ai essayé? Un peu l'hypnose. J'ai essayé le sport. Et alors? Rien. Oh. Rien. Alors à la limite, on m'a conseillé, c'est d'aller dans un centre du sommeil aussi. Mais c'est difficile d'obtenir une place. Moi, je peux être pistonnée, je peux en avoir une dans 3 mois. Mais enfin, si Sophie me dit que c'est encore retombé dans le travers de l'intellect, là, c'est pas la peine. Oui, j'entends, Sylviane, ce que vous dites, que vous, là, ce dont on est en train de parler, ça n'a peut-être pas fonctionné pour vous, mais en général, voilà, je suis assez fort. Que j'ai peut-être trop attendu aussi, que j'ai pas pris. Vous savez, la chose, c'est que Sylviane, vous avez quel âge? Pareil, 61 ans. Oui, comme Annick. En fait, et c'est vrai que dès que vous êtes dans cette tranche d'âge, que vous êtes à la fois insomniaque et un petit peu dépressif, il y a un tel lien de cause à effet, il y a une telle association. C'est pas dépressive, disons anxieuse. Anxieuse, oui, voilà. Si vous voulez, si vous voulez, d'accord. Mais c'est lié, et c'est ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire qu'après ça a du mal à se décrocher. Donc c'est vrai, et ça entraîne après un dysfonctionnement neurobiologique. Donc bien sûr qu'on va vous trouver un problème neurobiologique en centre du sommeil, c'est certain. Mais aujourd'hui, il y a des tels travaux, notamment, je citais les travaux du docteur Christophe André. Mais sur justement ces états-là, où on sait que par le biais de la sophrologie, l'hypnose, il y a la feuille d'érable qui dit elle que le MDR l'a beaucoup aidé dans sa dépression et donc c'est également pour les problèmes d'insomnie. Qu'est-ce que c'est le MDR? Oui, alors le MDR, c'est, vous savez, c'est par les yeux en fait. C'est un système de décrochage. Alors c'est plutôt utilisé dans les dans les traumas. Et en fait, c'est une découverte qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques années. Ça a été découvert, je crois, en 87 aux États-Unis, et ça permet en fait la remise en route d'informations douloureuses bloquées. Donc ça mobilise à la fois des ressources psychiques. Et ça restaure une estime de soi quelquefois un peu déficiente quand on est dans certaines formes d'anxiété. Mais je sais pas si là pour le coup sur les. Je crois que c'est un peu tard. Moi j'ai vu un neurologue, il me dit que je serais un petit peu sous somnifère à vie, quoi. Donc je suis un petit peu comme la personne, là, je sais pas son nom, l'auditrice. Je vis un peu la nuit, moi aussi. Par exemple, je vais faire beaucoup plutôt de l'internet la nuit parce que il y a moins sur Facebook, il y a beaucoup moins
d'emails qui arrivent, c'est calme, je suis moins dérangée, j'ai tendance un petit peu à me décaler. Ouais, je comprends. En plus, je suis à la retraite, donc je peux me lever beaucoup plus tard. Et puis j'avoue que certainement, je manque de patience aussi pour tous ces traitements-là. Mais je crains que ces traitements-là soient un petit peu, si vous voulez, marginaux et entraînent un peu des grosses dépenses, en fait. Non, oui, voilà. Après, il y a une histoire de croyance, hein. Et Sylviane, vous avez raison. Oui, vous êtes très honnête par rapport à ce que vous dites. Comme vous dites, voilà, vous craignez que ça vous entraîne, comme vous dites, des frais et que ce soit un peu dévoreur de temps. Oui, je comprends. C'est dans les 40 euros, 50 euros. Oui, j'entends bien. En tout cas, merci Sylviane de nous avoir appelé pour apporter votre secours à Annick. J'espère que la personne va, elle, retrouver le Voilà. Merci de votre intervention. Voilà. Merci et puis d'avoir fait le téléphone et merci de l'accueil que j'ai eu tout à l'heure. Alors Annick, avant juste de vous quitter, un petit message très amusant d'Amanda de Corse qui dit: comme vous, je souffre d'insomnie et Napoléon disait le sommeil c'est pour les imbéciles. On savait qu'il dormait pas beaucoup, hein. Alors vous voyez, nous ne sommes pas idiots. Je trouve ça adorable de nous quitter là-dessus. Et puis un autre auditeur vous propose une suggestion de vous dire tous les jours 100 fois: de jour en jour, je dors de mieux en mieux. Allez, bonne nuit à vous, Annick. Merci. Bonne nuit. M'avoir pris au téléphone. Mais je vous en prie. Et bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tous les auditeurs. Il est 1h, on se retrouve demain et tout de suite le flash. François Geffrier. Bonsoir François. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.